أزول نسوفي سون نظر مازال نزارنو والدارور وناد مسلا ساقي غا ثالث من الرفراف في الدرت مورثنا الجزائر ذاك سوق سنة 90 ذي مدينة نهران خاص ما إلا ذي ثالثني غا هاث ولاش عطاس نمسلاي غا في مدينة نيما إلى نقورنيت غا فمي والنظام المسلاي بالمس محمد توفيق نتا يورا يوم دليس ومسمع une vie sous le terrorisme. Bonsoir Azoul. Bonsoir, merci à Berbère Télévision de m'avoir invité. Alors j'ai relu le livre et franchement on replonge dans les années, c'est douloureux, on replonge dans les années noires, dans les années 90. C'était le but? C'était le but, ouais. C'était le but parce qu'on parle des choses qui sont passées il y a 20 ans en arrière. Il y a une loi qui a été faite par le gouvernement pour amnistier ces terroristes et en même temps en fait le peuple algérien par rapport à ce traumatisme, il est devenu amnésique. Donc peut-être parce que le traumatisme était trop lourd et que ça induit la perte de mémoire. Donc peut-être que les gens n'en parlent pas beaucoup sur cette histoire. Si vous prenez tous les livres qui ont été écrits sur cette période ou des films, il n'y en a pas beaucoup, on peut les compter sur les doigts. Donc moi j'ai écrit… Pourquoi à votre avis, vous dites que c'est amnésique, pourquoi les Algériens n'arrivent pas encore, si c'est encore trop tôt pour écrire, pour raconter, pour faire des films? En fait il y a plusieurs explications par rapport à ce silence parce que effectivement à 10 ans de terrorisme où la mort elle était là et elle frappait tous les jours, hein, il n'y a pas eu de trêve, tous les jours il y a la mort qui a frappé partout. Donc pour les gens c'est un peu lourd hein, de parler de ça, comme vous avez dit, c'est encore trop tôt. De l'autre côté aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a une loi hein, qui a été faite qui interdit à toute personne qui rappelle cette période. Donc ça aussi, c'est un autre problème. Et pour vous, la loi sur la réconciliation nationale n'est pas bonne? Ah oui, elle n'est pas bonne du tout. Ah oui, moi, pourquoi? Elle n'est pas bonne parce que c'est pas parce qu'on n'est pas contre la réconciliation nationale parce que c'est la réconciliation nationale. L'histoire a montré que ça a été fait dans d'autres pays, mais avec la justice. Réconciliation sans justice, il n'y a pas de réconciliation. La réconciliation nationale dit que toutes les personnes qui ont participé de façon directe dans les massacres ne seront pas amnistiées. Ce n'est pas le cas. Hein. Les émirs du JIA, les commanditaires de ces actes, ont été amnistiés. Madani Mzrek, le chef de l'AIS, a dit lui-même qu'il avait égorgé des gens. Il a été amnistié. Donc dans ce cadre-là, elle n'est pas bonne cette loi. Elle est bonne dans la mesure où toutes les personnes hein, qui ont été condamnées ou qui ont été mises en cause par rapport à cette loi de terrorisme, une fois qu'ils sont descendus du maquis, il fallait qu'ils passent devant la justice, qu'ils seront jugés, et après on peut parler de réconciliation nationale. Alors dans le livre qui se passe à Oran, hein, à Sardina, même si comme je disais en berbère au début, Oran à l'époque, nous on la voyait comme étant une ville qui n'a pas été touchée, une ville calme, c'était la Suisse comme vous disiez. Oui, en fait c'était… Et finalement on se rend compte qu'il y avait aussi beaucoup de pression là-bas. En fait, ça c'est un peu l'image d'Oran. C'est vrai que quand on parle de terrorisme, tout le monde nous dit oui, vous les Oranais, vous n'avez pas connu ça. Pas vécu ce que les autres ont vécu, mais ce n'est pas pour cette raison qu'il ne faut pas en parler. Il ne faut pas oublier qu'à Oran, il y a eu quand même des grands intellectuels qui ont été assassinés. Il y a eu des artistes qui ont été assassinés. Il y a eu des policiers qui ont été assassinés dans les rues, dans les quartiers populaires. Oran, comme on dit, Oran qui était joyeuse, hein, ceux qui ont connu Oran avant l'arrivée du terrorisme, ben, c'était plus pareil. Hein. La bière et les discothèques qui coulaient à flot, qui étaient ouverts avant, ce n'était pas le cas pendant l'époque du terrorisme. Et après, les Algériens à l'époque qui ne pouvaient pas aller en France, qui ne pouvaient pas aller à l'étranger, ils venaient à Oran. Mais ce n'est pas pour cette raison que c'était vraiment une vie où il y avait la paix. Alors c'est aussi une histoire d'amour. Hein. Oui. C'est une histoire d'amour entre deux jeunes. Et c'était déjà difficile de vivre. Alors j'imagine vivre et vouloir aimer, c'était encore plus difficile sous les islamistes. Moi, quand je voulais parler de cette histoire de terrorisme, je n'ai pas voulu faire un récit historique. Hein. J'ai dit, bon, je raconte une histoire d'amour qui se déroule sous fond de terrorisme. Hein. Cette histoire d'amour se déroule à Oran, dans un quartier qui s'appelle Kmil, dans un bâtiment qui s'appelle Sardina, entre une jeune fille qui s'appelle Amel et un jeune garçon qui s'appelle Kaki. Bon. Déjà aimer hein, dans notre pays à nous, en Algérie, loin de terrorisme et tout ça, ce n'est pas une chose facile. Et cette histoire d'amour, donc ce couple, quand il a commencé à se connaître, le terrorisme est venu. Donc voilà, je voulais raconter
l'arrivée de l'intégrisme dans un quartier populaire, le changement qu'il y a eu autant que témoin. Alors la fille qui était amoureuse, donc s'est vue son ami se faire égorger. Elle ne l'a pas été parce que son frère était un terroriste, mais il l'a fait marier. C'était ça en fait finalement. Elle s'est retrouvée au maquis à se faire violer. Amel, c'était une jeune fille, bon, comme beaucoup de jeunes filles algériennes peuvent se voir dans ce personnage. Bon, elle était à la fac, elle faisait des études. Son frère, il avait disparu de la maison, ça faisait 6 mois. À cette époque, on pensait que celui qui partait, peut-être qu'il est parti à l'étranger. Et au fait, effectivement, son frère, il est devenu terroriste, il a rejoint les maquis. Et c'est lui qui a donné sa sœur à ses frères hein, pour un mariage de jouissance. Et c'était ça, en fait, quand on arrive à donner sa propre sœur hein, aux terroristes, je voulais soulever, au fait, l'endoctrinement intégriste qui a été fait pour les jeunes à cette époque. Il y a les jeunes, il y a le père aussi, le papa, qui petit à petit, il va vers l'islamisme, il interdit la télé, les bouquins, petit à petit. Tout à fait. Dans le quartier où j'habitais, au Sardina, que je raconte, il y avait un imam. Hein, il était âgé, ce qu'on appelait l'imam sage du quartier. Quand le fils est arrivé, ce imam s'est fait déloger par un autre imam jeune et ouvertement intégriste. Bon. Les personnes âgées qui habitaient dans le quartier à l'époque fréquentaient beaucoup la mosquée. Bon, dont le père de la fille de mon personnage, de Amal. Il écoutait beaucoup l'imam. Et donc, l'imam lui dictait son mode de vie chez lui. Donc, il a commencé justement par interdire la télé, qui a poussé Amal à aller regarder la télé chez les voisins. Il a demandé à ses enfants, à ses 2 filles, de laver les tapis de la mosquée avant la prière de vendredi. Sa mère faisait le couscous pour les frères de la mosquée. Et ça, dans le quartier, ça a été fait à cette époque-là de l'arrivée du fils. Les gens faisaient le couscous pour les gens de la mosquée et lavaient les tapis. Donc voilà, ils étaient impliqués directement dans la gestion de la mosquée. Il interdisait la télé aussi. Au départ, c'était les télés françaises. Finalement, toutes les télés. Ça a commencé par garder que les chaînes arabes. Hein. Et après, il a trouvé que les femmes, dans les clips des chaînes arabes, elles sont nues. Donc, il a commencé aussi à enlever la télé. Il y a aussi, dans le bâtiment Sardinier, il y a aussi ce couple de journalistes. Il y a toujours des résistants, en fait. C'est l'autre partie, vous abordez l'autre partie de l'Algérie qui a résisté durant cette période. Moi, l'autre couple, j'ai choisi 2 prénoms, Tahar et Rachida. Tahar, c'est pour rendre hommage à Tahar Jaoud. Et Rachida, c'est pour rendre hommage à Rachida Hamadi. Tahar Jaoud, c'est le premier journaliste algérien assassiné. Et Rachida Hamadi, c'est la première femme journaliste algérienne assassinée. Mais les deux, l'un, il avait 37 ans et l'autre, elle avait 35 ans. Donc, ils ont mon âge aujourd'hui. Voilà, je voulais rendre hommage à ces deux grandes personnes de l'Algérie. Et aussi pour montrer que même dans le quartier populaire, même avec l'intégrisme et tout, il y a eu toujours de la résistance. Donc le livre lui-même, en fait, moi je le fais comme un acte de résistance. Hein, pour montrer que le fils et sa branche armée voulaient nous cadenasser, hein, ils voulaient interdire tout ce qui pouvait l'interdire, ils voulaient l'interdire. D'ailleurs, la vie dans les maquis, c'était l'exemple que le fils voulait faire pour la société algérienne. Et donc, j'ai montré cette résistance. Ces journalistes qui n'étaient pas des milliardaires, qui étaient des simples journalistes qui habitaient avec des gens simples et qui essayaient, à travers de là où ils étaient, de résister à l'intégrisme. Il y a un peu d'autobiographie là-dedans. Est-ce que vous avez vécu un peu cette période? Vous vous êtes un peu inspiré de votre histoire à vous? Moi, quand j'ai vécu ça, j'étais au lycée. D'accord? Alors, moi, comme d'autres parties de ma génération, et tous les psychologues d'ailleurs vous diront que l'étape la plus importante dans le développement de la personne, c'est l'adolescence. Nous, notre adolescence, elle nous a été volée. Personne ne nous a demandé notre avis jusqu'à aujourd'hui sur cette période du terrorisme. Alors, mon père était journaliste. Hein, et moi, quand j'écris ce livre, je ne l'ai pas écrit parce que je suis le fils de mon père, j'écris plus parce que je suis le fils de ma génération. Quand vous êtes au lycée, que vous êtes pris dans un accrochage, dans un quartier populaire, vous faites comment pour partir? Qui c'est qui nous a appris à se mettre à plat ventre? Donc moi, ce que je voulais dire, c'est que, autant que jeune lycéen, à l'époque, voilà comment j'ai vécu le terrorisme. Donc il y a une partie autobiographique, certes, par rapport à mon enfance, hein, avec l'arrivée de l'intégrisme. Parce que ceux qui ont assassiné les grands intellectuels, les journalistes, les artistes, ils avaient mon âge. Ceux qui ont rejoint le maquis à cette époque-là, ils avaient aussi mon âge. Moi, dans le bâtiment Sardina, j'ai grandi avec des gens qui sont devenus terroristes. C'était des potes à moi. Donc moi, ce que je voulais dire, je voulais parler d'une génération qu'on a oubliée.
Hein. Moi, je me rappelle, mon père, quand il était menacé, il a reçu une lettre de menace du JA. Il a dit qu'à ma mère. Il ne l'a pas dit à nous. Donc, nos parents, ils ont décidé de tout cacher pour nous protéger. Hein, à tort ou à raison, c'est ce qu'ils avaient décidé. Donc, nous, on savait que le père était menacé. Mais on ne pouvait pas lui dire que tu es menacé. Donc, ça crée une situation vraiment aberrante. Il y avait, la peur est devenue un tabou au moment où la mort frappait tous les jours à côté. Vous rappelez comment ça se passait, comment vous viviez à l'époque, comment se passait une journée? C'était tout le temps le stress, notamment pour le papa, et pour vous au lycée aussi? Ben, personnellement, voilà, moi, je n'ai pas fait un livre pour moi, mais Oui. juste pour raconter une histoire. Mon père était au Pax. Et moi, au lycée, j'avais des profs qui étaient au FIS. Donc, j'étais le fils du communiste. Ah, c'était douloureux, certes. Moi, j'avais des copains qui ne parlaient pas avec moi, qui jouaient avec moi parce que mon père est communiste. L'épicier de quartier dont je raconte, il ne voulait pas nous vendre parce que notre père était communiste. Et quand vous êtes en train de vivre ça dans un quartier populaire, ce n'est pas quand on était dans une villa ou une maison isolée, en plein. Donc, vous êtes ciblé que vous êtes le fils de communiste. Vous n'avez rien fait. Vous avez 16-17 ans et déjà on vous catalogue. Donc, à partir de ce moment-là, j'essayais de montrer comment c'était dur pour nous à cette époque-là. Nous, les enfants qui ont aujourd'hui entre 30 ans et 40 ans. Qu'est-ce qu'on a vécu à l'époque? Parce que ceux qui l'ont vécu, qu'ils avaient 40 ans, ils ont 60 ans aujourd'hui, malheureusement, n'ont pas écrit. Peut-être qu'il y a beaucoup de cette génération qui a besoin aujourd'hui de parler, d'être prise en charge. Comme vous dites, c'est des oubliés, ils ont été traumatisés, des jeunes, des moins jeunes, et personne ne s'occupe de toute cette génération qui a grandi avec la violence en fait. Oui, voilà, ben c'est exactement ça. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit la violence qui est au pays, il faut se poser la question, il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on devienne comme ça. Le rail, par exemple, quand vous écoutez aujourd'hui les chansons de rail, certaines chansons, elles appellent ouvertement à la violence. Donc, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui pour qu'on devienne violent comme ça? Il y a eu une époque, malheureusement, la mort en Algérie, elle est devenue culturelle. Ça ne choque plus. Il y a eu des morts de partout, il y a des gens qui ont été égorgés, des bombes qui explosaient de partout. Et justement, moi, j'essayais de parler pour faire parler les jeunes de ma génération sur ce qu'ils ont vécu. Parce que quand vous vivez dans un pays où il y a des bombes qui explosent partout, dans les marchés, dans les écoles, dans les bus, vous êtes un rescapé. Il faut que les Algériens se rendent compte qu'ils sont ceux qui ont vécu cette période, que c'est des rescapés. Et tout rescapé doit témoigner sur ce qui s'est passé. Parce que une nation qui ne parle pas de son passé, c'est une nation qui sera amenée à le revivre. Et pour ne pas revivre ce qu'on a vécu, il faut justement parler de ça. Parce que le pouvoir a fait une loi pour qu'on n'en parle pas plus de ça. Et aujourd'hui, voilà, l'islamisme, l'intégrisme, l'idéologie intégriste, malheureusement, elle a gagné. Alors justement, quand on voit 20 ans après tous ces sacrifices, des milliers de morts, ce n'est pas des centaines de milliers, finalement, vous venez de le dire, peut-être que le terrorisme a été vaincu, mais l'islamisme, on voit que la société a été beaucoup plus islamisée, notamment ces dernières années, comparativement aux années 90. Un constat très juste, parce que la lutte contre le terrorisme, elle est militaire. La lutte contre l'intégrisme, elle est idéologique. Prenez un exemple. Le président de la République, dans ce second mandat, quand il fait campagne, accompagné de l'émir de l'AIS, de Madani Mezrek, lui, ça veut dire quoi? Quand aujourd'hui, il y a 4 jours en arrière, dans le quotidien Khabar, le ministre des Affaires religieuses, Bouabdallah Ghoulamana, il a dit: nous soutenons toutes les mouvances salafistes à condition qu'elles défendent l'Algérie. Donc aujourd'hui, oui, ils ont retrouvé une virginité, les terroristes, et voilà, il y a l'impunité, et quand l'impunité règne, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. La décision de fermer les bars en Kabylie, parce que ça a commencé par là-bas au début, qui c'est qui l'a pris? Ce n'est pas les islamistes, c'est le pouvoir. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on a dégagé, est-ce qu'on a fait un programme anti-intégriste? Non. Est-ce que l'école aussi est pour quelque chose? Il faudrait, tous ces jeunes-là qui sont montés au maquis, qui sont devenus un peu islamistes, c'est peut-être aussi le programme de l'école dont on parle depuis maintenant plus de 20 ans. D'ailleurs, l'école, ce n'est pas un hasard que Tahar Jaoud, 3 jours après avoir fait une interview dans l'Express concernant l'école algérienne, il est abattu. Il disait quoi, Tahar Jaoud? Il disait que l'école algérienne, c'est l'école qui fabrique des monstres, et ces monstres-là vont aller éteindre des étoiles. Et c'est un monstre sorti de l'école algérienne qui a éteint l'étoile Tahar Jaoud. L'intégrisme, quand il est venu chez nous, la matière grise, elle était là. Et c'est l'école algérienne. Moi qui ai fait l'école algérienne, le système fondamental, il faut savoir que le système fondamental, chez nous, les élèves de cette école, a créé ce qu'on appelle une fauda mentale, un désordre mental dans la tête de ces élèves. Comment se fait-il
qu'un étudiant algérien, il fallait qu'il vienne en France, je prends mon exemple, pour connaître Katib Yassine. C'est quand même grave. Hein. Ce monsieur a été exclu de les cours en Algérie, alors qu'ici en France, ces sujets sont des sujets de grec et de thèse. Il y a des gens qui travaillent sur des écrits, des profs qui font travailler leurs élèves sur des écrits de Katib Yassine. Tout ça, Katib Yassine, il est vu comme athée. Et athée, il est vu comme un anti-musulman. Il n'y est pas dans les cours d'histoire. J'en parle de mon livre de tous les Français qui ont lutté pour que l'Algérie soit libre. André Alleg, Frantz Fanon, André vous Alleg. dites qu'on ne les connaissait pas, vous ne les Non, connaissez pas. à Alger, il y a place, Odin. Il y a place Odin. Mais qui a fait l'école algérienne qui connaît place Odin? Et quand on essaie de faire une analyse de fond, pourquoi ces gens-là ne sont pas dans les cours d'histoire? C'est simple, parce qu'ils ne sont pas musulmans. C'est la simple raison. Et c'est une vision aussi sur l'écriture de l'histoire. Quand des gens comme ça qui ont participé à l'Algérie indépendante, ils n'y sont pas dans les cours d'histoire. Oui, effectivement, l'école algérienne, c'est une école qui a favorisé l'arrivée de l'intégrisme en Algérie. Et puis il y a aussi une autre question dont vous parlez, en plus des écrivains, des Français qui ont soutenu l'Algérie. Vous abordez un peu la question du racisme aussi, quand vous dites qu'une personne un peu basanée ne peut pas épouser une femme blanche. C'est un problème, on n'en parle pas beaucoup. On dit que les Algériens, on n'est jamais raciste, on n'est pas raciste. Et finalement, vous dites, on dit toujours les racistes sont les autres, mais peut-être ils sont parmi nous. Oui, c'était juste pour dire... C'est un clin d'œil à ça aussi. C'est pour soulever... on banalise beaucoup de choses dans la société algérienne. Hein. Dans le quartier, là où j'habite, Kaki, on l'appelle négro parce qu'il est de couleur noire. Voilà. Et on ne l'appelle jamais Kaki. On dit négro, il se retourne. Je dis dans mon livre qu'on a banalisé le racisme, il est devenu un pseudo. Donc, ce qui se passe, oui. Alors, ce n'est pas question pour dire que les Algériens sont racistes ou ils ne sont pas racistes. Il y a certaines problématiques dans la société algérienne qui y sont là. Moi, je ne suis pas là pour soulever la question noire des Noirs algériens. Oui, oui. Loin mais de ça. Plutôt le racisme. Hein. Voilà. En général. Donc, même entre nous, le berbère, l'arabe, mais voilà, ça a toujours été comme ça. Aujourd'hui, il faut essayer de produire un nouveau système sociétal et politique, et on a marre de la reproduction. C'est fini, ça. Il y a une nouvelle génération qui arrive, et cette nouvelle génération qui arrive, il faudra qu'elle dépasse tout ça. Il faudra arriver à créer une nouvelle Algérie avec un nouveau mode de vie, un nouveau mode de pensée et un nouveau mode de gouvernance. Puis il y a aussi, est-ce qu'à votre avis, il n'y a pas une défaillance des intellectuels, notamment ces 10-15 dernières années? On a l'impression qu'on les entend un peu moins, que certains ont été corrompus, beaucoup sont partis, et finalement, les jeunes peut-être n'ont plus de repères, comme vous dans les années 90. Ce qui a été fait, c'est que la relève n'a pas été faite. Hein. Ceux qui sont comme moi, dans ma génération, dont ils ont eu les parents qui étaient militants, qui étaient intellectuels. Bon. L'arrivée de l'intégrisme, l'arrivée du fils et le terrorisme, elle a coupé ce lien de préparation. La relève n'a pas été faite. Et d'ailleurs, prenez l'exemple de l'école algérienne, l'école fondamentale, d'accord, qui a commencé dans les années 80. Il y a combien de grands intellectuels sont sortis de cette école? Combien de grands écrivains? Combien de grands chirurgiens? Combien de grands cinéastes? Le résultat, le constat, il est là. Donc, oui, il y a une défaillance intellectuelle en Algérie, certes. Hein, beaucoup d'intellectuels, ils ont retourné leur veste. Certains sont réduits au silence. Hein, ils en parlent beaucoup, ils n'en parlent pas beaucoup. Et des grands journalistes, que moi j'ai rencontré certains, ils sont spécialisés dans le domaine justement pour ne pas s'occuper de tout ce qui reste. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut blâmer les intellectuels algériens sur ce qui se passe aujourd'hui? Je ne pense pas. Est-ce qu'ils ont une part de responsabilité? Oui, mais comme l'autre part de la société aussi. Alors, autre question un peu politique. On suit ces derniers jours la santé du président Bouteflika. Certains disent qu'il va mieux, qu'il va rentrer. Vous pensez-vous qu'il est encore capable de gouverner, de continuer au moins son mandat? Et peut-être il va se représenter pour un autre. Vous pensez que c'est vraiment impossible? Moi, je pense que, moi, à sa place, je ne serais pas allé pour un troisième mandat. Il faut savoir que blâmer le président Bouteflika sur tout ce qui se passe, non. Et l'absurde non plus. Hein. Il faut savoir qu'il nous a ramené beaucoup en arrière en changeant la constitution pour s'installer à vie. Ça, c'est le premier truc. Hein. On était l'exemple de la démocratie dans la région. Ça a été fait. Dans son deuxième mandat, il a dit on s'est trompé sur toute la ligne. Ok, mais c'est courageux qu'un président de la République reconnu qu'il s'est trompé. Mais qu'est-ce qu'il y a eu comme réparation après? Rien, que dalle. Lui s'est opposé déjà avant à l'arrêt du processus électoral. Il a trouvé que c'était une violence. Il faut rappeler qu'il n'était pas en Algérie quand on a vécu ce qu'on a vécu. Aujourd'hui, par rapport à sa maladie,
Moi, je souhaite un rétablissement au président de la République comme toute personne qui souffre d'une maladie. Ceci dit, aller vers un autre mandat, ben, ça ne sert absolument à rien. Hein. Ça ne sert absolument à rien parce que pendant 14 ans de gouvernance, aucune industrie n'a été créée. Comment on peut créer de l'emploi dans ce cas-là? Comment se fait-il qu'avec tant d'argent, hein, et pendant 14 ans de gouvernance, on n'a rien pu faire? Comment se fait-il qu'un pays qui donne 5 milliards de dollars à la famille n'est pas capable de créer l'emploi ou d'investir en Algérie? Non, moi je pense que il y a un journaliste de Khabar qui a dit, il a fait un article qui a dit merci Monsieur le Président de la République. Ben moi pareil, de ma place ici, je dis voilà, vous étiez là, voilà, vous êtes malade, occupez-vous de votre santé, mais voilà, l'Algérie, il faut qu'elle passe à autre chose. Vous avez parlé de l'arrêt du processus électoral. Pour vous, c'était un salut en 92. Vous pensez quoi? Vous n'êtes pas d'accord avec Bouteflika qui disait que c'était un coup d'État? Non, moi je ne pense pas que c'est un coup d'État parce qu'il faut savoir que il faut revoir les choses dans leur contexte. Comment se fait-il qu'une semaine avant les élections en Algérie, du FIS, il y avait 2000 Afghans qui étaient présents en Algérie? Alors, le FIS, quand il a déposé le statut pour avoir l'agrément, hein, et que le président Chadli, il était en voyage à cette époque-là au Maroc, et que c'était le Premier ministre qui a reçu le FIS, il a tardé pour donner la réponse. Abbas Madani disait à cette époque, s'il ne nous donne pas l'agrément, on déclare le djihad, avant même d'avoir l'agrément. Oui, non, la rue électorale, moi je pense qu'ils ont eu raison pour faire la répression. Juste une dernière question, on n'a plus le temps. Puisque vous vivez en France maintenant, à Toulouse, vous pensez quoi un peu de cet islam des banlieues? Qu'est-ce que vous en pensez des jeunes ici de l'immigration? Des fois, on a l'impression qu'ils sont un peu portés sur l'islamisme. En fait, ici, c'est l'islamisme, je veux dire version occidentale. Il n'y a qu'en France, moi j'ai entendu parler d'islamisme modéré. C'est quoi un islamiste modéré? Ce qui se passe ici, c'est que les jeunes, beaucoup se convertissent à l'islamisme en se croyant qu'on se convertit à l'islam. Et il y a une spécificité sociale par rapport à ce pays aussi. Hein. Quand on exclut les gens, ben, il faut attendre aussi à avoir des problèmes reliés à la religion, parce que ces gens-là la mettent en avance comme si c'était une identité. Merci beaucoup. Merci Monsieur Mohamed Mohamed Tawfiq. Une vie sous le terrorisme. Voilà, c'est votre livre. Ça nous replonge dans les années 90, qui sont douloureuses quand même. Merci beaucoup et à bientôt. Télévision.